À ma remise de diplôme, mes parents ont offert 100 000 € à ma sœur jumelle pour sa start-up, et moi, je n'ai rien eu, juste, tu es un échec. J'ai coupé les ponts. 3 ans après, ma sœur est passée devant ma propriété et a appelé papa en hurlant, « Papa, tu dois. » Ils n'oublieront jamais ce que j'ai fait ensuite. Amélie et moi, sœurs jumelles nées le même jour, à la même heure, avec le même premier cri. Mais d'aussi loin que je me souvienne, j'ai compris que toutes les jumelles n'étaient pas aimées de la même manière. Amélie a toujours été qualifiée de fierté, tandis que j'étais le prototype défectueux. Il y a 3 ans, nos parents lui ont donné 100 000 € pour lancer une entreprise lors d'une immense fête, célébrant comme si leur avenir venait d'être définitivement assuré. Et moi? Ils m'ont laissé avec une seule phrase, « Tu ne finis jamais rien ». Je n'ai pas discuté. Je suis restée silencieuse, j'ai coupé les ponts, supprimé la conversation de groupe familial. 3 années de sevrage net, comme une détox pour l'âme. Puis hier, Amélie est passée en voiture devant ma ferme écologique, a appelé notre père en panique en disant « Papa, il faut que tu vois ça ». Et ce qui s'est passé ensuite, ils ne l'oublieront jamais. Je suis né à Orléans, une petite ville où le printemps sent la terre humide et où le bruit de la pluie sur le toit est comme une berceuse qui ne finit jamais. Ma famille vivait dans une maison à étages de couleur crème au bout d'une rue bordée d'érables rouges chaque automne. De l'extérieur, n'importe qui aurait pensé que nous étions la parfaite famille française, heureuse, soignée, avec 2 jolies filles jumelles qui auraient pu faire la couverture d'un magazine familial. Mais derrière ces photos soigneusement encadrées au mur, j'étais toujours celle qui était coupée, parfois parce que j'étais dans la mauvaise lumière, parfois simplement parce que personne ne m'appelait jamais pour que je me rapproche. Mon père, David Leroy, était ingénieur logiciel dans une entreprise technologique locale. Il vivait selon des règles, une logique, et vénérait le succès mesuré en chiffres, en argent et en résultats visibles. Ma mère, Hélène, était comptable, quelqu'un qui calculait chaque chiffre, chaque facture et chaque attente qu'elle avait pour ses 2 filles. Ils ont donné naissance à des jumelles, mais nous ont élevés comme si nous appartenions à 2 mondes entièrement différents qui ne se touchaient jamais. Amélie, ma sœur jumelle, était la fierté de la famille. Elle était vive, pleine d'esprit, savait toujours exactement quoi dire pour plaire aux adultes. Amélie parlait avec confiance, marchait comme si elle était faite pour les projecteurs, et mon père la regardait toujours comme si elle était son reflet plus jeune et plus parfait. J'étais différente, calme, observatrice, le genre d'enfant qui pouvait rester assise dans le jardin pendant des heures à regarder les insectes, à dessiner les formes des branches, essayant de mémoriser comment la lumière changeait au fur et à mesure que le soleil traversait le ciel. J'aimais les ordinateurs, j'aimais créer des choses auxquelles personne d'autre ne pensait, mais cela n'a jamais été suffisant pour mériter des éloges. Pour mon père, l'art était une chose vague qui ne génère pas de profit, et la nature n'était qu'une chose que les gens photographient puis oublient. Ma mère disait souvent, tu devrais être plus comme Amélie, plus active, plus pratique. Le monde écrasera les gens comme toi. Je me contentais de sourire faiblement car j'avais compris depuis longtemps que dans cette maison, je n'avais pas besoin de me battre pour une place. J'avais juste besoin d'exister sans causer plus de déception. Je me souviens encore de notre 8e anniversaire. Papa a acheté à Amélie un tout nouveau kit de robotique Lego, une grande boîte pleine de pièces brillantes et de manuels. Il a dit, c'est pour que tu apprennes à construire des choses afin de comprendre la logique. Quand j'ai ouvert mon cadeau, à l'intérieur se trouvait une vieille boîte d'aquarelle, le coin légèrement ébréché. Maman a dit, tu aimes peindre, n'est-ce pas? Ça te convient mieux. Papa a passé la soirée à apprendre à Amélie à assembler son robot. On m'a dit de débarrasser la table après le dîner. À l'époque, je ne me sentais pas blessé, juste une légère tristesse, comme la première bruine du printemps. Mais en grandissant, j'ai réalisé que ce n'était pas un accident. C'était un système. Un système où l'on investissait dans Amélie, et où l'on me rappelait de me contenter de ce que j'avais. Quand nous étions en 6e, Amélie a rejoint le club de programmation de l'école et est rapidement devenue une petite star. Elle a remporté une médaille à un concours de programmation au niveau régional. Papa a appelé tous ceux qu'il connaissait, racontant chaque détail avec une fierté éclatante dans les yeux. J'ai aussi participé à un concours de création d'affiches à l'échelle de l'école sur la protection de l'environnement et j'ai remporté la première place. Quand j'ai ramené le certificat à la maison, papa l'a à peine regardé, l'a posé sur la table et a dit, « La peinture ne nourrit personne, Léna. Tu devrais voir plus grand. » J'ai hoché la tête, faisant semblant d'être d'accord, mais au fond de moi, je pouvais sentir que je m'effaçais lentement. J'ai grandi entouré de comparaisons subtiles et constantes,
comme de petites coupures qui ne saignaient jamais mais piquaient toujours. Quand Amélie était louée comme étant talentueuse avec un avenir brillant, on me disait d'être réaliste, d'arrêter de rêver. Quand papa apprenait à Amélie à coder, on me disait de balayer le garage. Quand Amélie a été autorisée à assister à un camp d'été technologique à Lyon, j'ai dû rester à la maison et m'occuper du jardin parce que quelqu'un doit bien aider maman. Je me demandais si j'avais fait quelque chose de mal, ou si c'était simplement parce que je n'étais pas comme lui, pas le genre de personne qu'il croyait capable de réussir. Chaque soir, je m'asseyais sur le porche, regardant par la fenêtre du salon où papa et Amélie riaient devant une ligne de code qui fonctionnait enfin. La lueur de l'écran se reflétait sur leur visage, et pendant un instant, ils semblaient presque identiques. Pendant ce temps, j'étais assise tranquillement dans le noir, un carnet de croquis à la main, dessinant cette scène exacte comme si c'était la seule façon de préserver ma place dans une famille qui ne m'a jamais vraiment vu. Ces années m'ont appris une vérité, l'amour pour lequel il faut se battre n'est plus de l'amour. Et quand un enfant est pesé sur la balance de la comparaison tout au long de son enfance, il apprend à se taire, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il sait qu'aucune explication ne peut changer la vie de quelqu'un qui n'entend que ce qu'il veut croire. J'étais toujours Léna, la fille tranquille avec la vieille boîte d'aquarelle. Mais au fond de moi, j'avais déjà commencé à peindre un monde à moi, un monde où je n'avais pas besoin de permission pour être dans la lumière. Quand je suis entré à l'université, le chemin entre Amélie et moi s'est finalement séparé pour de bon. Elle a choisi l'université de Lyon, une école prestigieuse, tandis que j'ai opté pour l'université de Nantes, un choix plus pratique qui correspondait aux prêts étudiants que je pouvais me permettre seul. Mais aux yeux de mes parents, cette différence suffisait à définir notre valeur. Amélie était la fierté, et j'étais celle qui avait bradé son avenir. Ils l'ont serrée fort dans leurs bras le jour où elle a reçu sa lettre d'acceptation, organisant une fête, invitant parents et voisins. Quand je leur ai dit que j'avais été accepté à Nantes, papa a simplement dit, au moins, tu n'as pas été refusé. J'ai souri parce que j'y étais habitué. Dans notre famille, tout ce que je faisais était toujours mesuré à une seule échelle, celle d'Amélie. Le jour du déménagement, j'ai regardé Amélie monter dans le SUV tout neuf que papa venait de lui acheter. Elle a fait un signe de la main, le coffre rempli d'un MacBook Pro, de nouveaux vêtements et d'assez d'argent de poche pour couvrir le semestre. J'ai chargé mon sac à dos usé et ma vieille valise dans un bus longue distance, transportant un ordinateur portable d'occasion que j'avais acheté sur le Bon Coin. Pas de fête d'adieu, pas de câlin, juste maman me rappelant, ne gaspille pas d'argent. Amélie sait gérer le sien. J'ai simplement dit, je sais. Et la porte s'est refermée derrière moi si doucement que personne ne l'a même remarqué. Pour moi, Nantes était une ville de pluie incessante, de matins parfumés au café et de longues nuits éclairées par des lampes de bureau. J'ai loué une petite chambre près du campus, le plafond si bas que je devais me baisser chaque fois que je m'étirais. Le jour, j'étudiais l'architecture environnementale, comment concevoir des espaces verts, recycler l'énergie et restaurer les sols endommagés. La nuit, je travaillais comme barista dans un café près du campus, nettoyant les tables, préparant des expressos, souriant aux clients, même quand mes mains sentaient le détergent. Certaines nuits, je veillais tard pour concevoir des logos pour de petites boutiques locales, les yeux brûlants à cause de la lumière de l'écran. Amélie était différente. Chaque fois qu'elle publiait une photo en ligne, je la voyais assise dans son appartement lumineux, un bureau plein de fleurs à côté de l'ordinateur neuf que papa lui avait acheté. Maman commentait toujours en dessous, tellement fière de toi, ma chérie. Sous mes publications, il n'y avait que le silence. Je n'étais pas jalouse, mais je sentais la distance entre nous s'élargir comme deux branches poussant dans des directions opposées. Au milieu de ma deuxième année, mon corps a commencé à se rebeller. Cet hiver-là était froid et humide, et j'avais enchaîné les services de nuit. Quand je rentrais, j'étais épuisé, toussant si fort que j'avais à peine le souffle. J'ai essayé de tenir le coup, buvant de l'eau chaude, pensant que ce n'était qu'une grippe. Mais un matin, je me suis effondré juste devant ma résidence universitaire. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'infirmerie du campus, la gorge en feu, les mains tremblant trop pour tenir mon téléphone. J'ai appelé ma mère. Sa voix est parvenue, nette et distante comme un bulletin d'information. Ne sois pas faible. Amélie n'a jamais manqué un seul jour de cours. Je suis restée silencieuse. Elle a demandé, Y a-t-il quelqu'un pour t'aider? J'ai dit doucement, pas besoin, maman. L'appel s'est terminé par un bip mécanique et froid. Cette nuit-là, la personne qui est venue prendre de mes nouvelles n'était pas ma mère. C'était mon directeur de thèse,
le professeur Patrick Laurent. Il avait la soixantaine, des cheveux argentés et des mains qui sentaient toujours légèrement la terre car il enseignait la restauration écologique. Il a apporté un sac en papier avec des médicaments, un bol de soupe chaude et un petit mot. « J'ai entendu par les étudiants que vous n'alliez pas bien », a-t-il dit doucement. « Voici les médicaments, et ça. » Il a posé 200 € sur la table. « C'est pour que vous puissiez prendre quelques jours de congé. Vous n'êtes pas une machine, Léna. Vous devez apprendre à accepter la gentillesse, pas seulement à endurer. » Je me suis effondré en larmes dès qu'il est parti. Pas à cause de l'argent, mais parce que c'était la première fois depuis des années que quelqu'un me voyait vraiment, non pas pour me comparer, non pas pour me juger, mais simplement pour se soucier de moi. J'ai utilisé cet argent pour payer ma facture d'électricité et faire quelques courses. Chaque fois que je mangeais la soupe, je pensais aux yeux du professeur Laurent, le genre d'yeux qu'un vrai père aurait, un que je n'ai jamais eu. Il n'a pas demandé pourquoi je cumulais autant d'emplois. Il ne m'a pas dit de faire plus d'efforts. Il a simplement dit, vous méritez de vous reposer. Ces mots étaient aussi légers qu'un souffle, mais assez forts pour me porter tout au long de cet hiver. Après ma guérison, j'ai commencé à passer plus de temps dans le laboratoire du professeur Laurent. Il m'a donné des lectures supplémentaires sur les projets de restauration des sols dans la région, sur la manière dont la technologie pouvait aider à automatiser les systèmes d'irrigation, et il m'a toujours encouragé à prendre des notes sur toutes les idées qui me venaient à l'esprit. Une fois, alors que j'avouais que je n'étais pas sûr de pouvoir continuer mes études à cause de l'argent, il a dit, vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour continuer à apprendre. L'éducation est un voyage que l'on s'autorise à entreprendre soi-même. C'est ainsi que mes années d'université se sont déroulées, tranquillement, mais avec une petite lumière guidant mon chemin. Je n'avais pas de parents à mes côtés, mais j'avais des inconnus qui m'ont appris à croire de nouveau en la gentillesse. Et avec le temps, j'ai réalisé que parfois, ce dont nous avons besoin n'est pas une famille parfaite, mais quelqu'un prêt à s'arrêter en chemin et à dire, tu as fait un long chemin. N'oublie pas de respirer. Je ne me souviens pas exactement quand j'ai arrêté d'espérer que mes parents appellent. C'était peut-être le jour où j'ai pu éteindre mon téléphone sans me sentir coupable. Tout ce que je sais, c'est qu'à partir de ce moment, mon monde a commencé à s'ouvrir, non pas par les louanges, mais par la liberté de ne plus avoir besoin de prouver ma valeur à qui que ce soit. Ce printemps-là, Amélie et moi avons toutes les deux obtenu notre diplôme. Deux sœurs nées le même jour, toutes deux portant une toge et un mortier, un diplôme à la main, mais suivant des chemins si différents que c'en était presque incroyable. Amélie a obtenu son diplôme avec un projet de start-up en IA pour le e-commerce, que mon père appelait fièrement l'avenir du commerce intelligent. Quant à moi, je n'avais qu'un plan pour un système d'agriculture urbaine automatisé, une idée née d'innombrables nuits à dessiner dans un appartement humide où la fenêtre laissait passer l'air froid et où le bruit des bus de la ville résonnait à travers les murs fins. Mes parents ont conduit près de 3 heures jusqu'à Lyon pour assister au lancement du produit d'Amélie. Ils ont même loué une salle de conférence à l'hôtel Mercure, accroché une bannière qui disait « Démo de lancement d'Amélie le roi technologie ». J'ai vu les photos qu'ils ont postées en ligne. Maman dans une robe bleu marine, papa portant une cravate parfaitement nouée, tous deux souriant de toutes leurs dents en coupant un gâteau qui disait « à la future PDG ». Tous les parents, amis et collègues de papa étaient là. Sous la publication, des dizaines de commentaires de félicitations. Pendant ce temps, je me tenais dans un petit laboratoire universitaire pour présenter mon projet, système de jardin urbain intelligent, à un jury de 4 professeurs. Personne de ma famille n'est venu. Je ne m'y attendais plus. Je me souviens encore de mes mains tremblant légèrement alors que je faisais défiler les diapositives, expliquant le modèle d'irrigation goutte à goutte intégré à des capteurs de lumière, ma voix rauque à cause d'un mal de gorge persistant. Quand le professeur Laurent a demandé, si vous aviez plus de financement, comment développeriez-vous cela, j'ai répondu, je veux créer des espaces qui peuvent se guérir eux-mêmes, tout comme les gens. Le jury est resté silencieux quelques secondes avant qu'un professeur ne sourit. Je savais que j'avais bien réussi, mais à la fin de la soutenance, les autres étudiants étaient accueillis par leurs familles avec des fleurs, des étreintes et des appareils photo. Je n'avais que mon dossier de documents et un formulaire de validation. Je suis sorti du bâtiment sous la pluie de Nantes, le vent mordant doucement mon visage, et ce fut la seule cérémonie de remise de diplôme que j'ai jamais eue. Ce soir-là, j'ai pris un bus de 3h30 pour rentrer à la maison. Les lampadaires s'étalaient sur la vitre embuée, reflétant ma propre silhouette pâle, une jeune femme fraîchement diplômée qui se sentait étrangement vide à l'intérieur. Quand je suis entré dans la maison, papa était assis sur le canapé, l'ordinateur portable sur les genoux, la lueur de l'écran illuminant son visage fier.
Maman préparait du café, parlant au téléphone avec quelqu'un au sujet de l'investissement initial d'Amélie. Quand ils m'ont vu, le moment s'est interrompu juste assez longtemps pour quelques salutations indifférentes. Papa n'a même pas levé les yeux en disant « Amélie a un plan. Toi, tu n'as que des idées. » J'ai posé mon sac à dos, forçant ma voix à rester calme. Les idées sont le point de départ des plans, ai-je dit. Il a haussé un sourcil, son ton froid. Pas pour les gens qui ne savent pas les exécuter. Maman s'est approchée, a posé sa tasse, sa voix plus douce, mais pas plus chaleureuse. Tu dois être réaliste, Léna. L'art, le design, les trucs environnementaux. Tout ça sonne bien, mais ça ne paiera pas les factures. Je les ai regardés, ces deux personnes qui croyaient me connaître mieux que quiconque, et j'ai ressenti un épuisement qui n'avait rien à voir avec le long trajet en bus. Ce n'était plus leur critique qui me blessait. C'était de réaliser qu'ils n'avaient jamais une seule fois essayé d'écouter ce que je voulais vraiment. Amélie est descendue, les cheveux soigneusement attachés, vêtue d'un chemisier blanc impeccable, ressemblant à un miroir parfait de notre père. Elle m'a souri et a dit, « Ils veulent juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Ils voient ton potentiel, il est juste différent du leur. » Je l'ai regardé, une partie de moi voulant y croire, mais le reste sachant que c'était faux. Dans cette maison, chaque mot gentil était toujours enrobé d'une préoccupation mielleuse pour ton bien. Mais le sucre, laissé trop longtemps, se transforme en poison. Après le dîner, papa a ouvert son ordinateur portable et a commencé à montrer à maman une présentation décrivant le plan d'expansion de la start-up d'Amélie. J'étais assise tranquillement au bout de la table, mangeant les pâtes que maman avait préparées. Puis il s'est tourné vers moi et a demandé, « Alors, quels sont tes plans maintenant ?» J'ai dit, « Je vais rester à Nantes et chercher quelque chose dans le design écologique. » Il a gloussé, incapable de cacher son sarcasme. « Tu ferais mieux de trouver un vrai travail, pas un de ces passe-temps de dessin. » Maman a ajouté doucement, comme si elle commentait la météo, « Ton père a raison. Peut-être devrais-tu mettre ce rêve en attente pour un moment. » J'ai posé ma fourchette, les ai regardés tous les deux, puis Amélie, qui ne pouvait pas croiser mon regard. J'ai parlé lentement, chaque mot se gravant en moi. Peut-être que j'ai juste besoin d'apprendre à me nourrir moi-même. Maman a hésité un instant, mais papa a simplement agité la main d'un air dédaigneux, comme un homme fatigué qu'un enfant lui réponde. Je me suis levé, j'ai porté mon assiette à l'évier et j'ai lavé chaque plat sous l'eau froide, laissant le bruit du robinet couvrir leur conversation derrière moi. Mes parents ont décidé d'organiser un dîner dans un restaurant italien du centre-ville d'Orléans. J'étais assise à l'extrémité de la longue table où la lumière du lustre n'atteignait que la moitié de mon visage, l'autre moitié cachée dans l'ombre. C'était censé être une célébration de remise de diplôme pour les deux filles, comme maman l'avait dit au téléphone. Mais dès que je suis entré, j'ai su que la soirée n'était pas pour moi. Elle était conçue pour célébrer Amélie, la fille avec une vision, une direction, celle digne de fierté. Mon père avait choisi la plus longue table du restaurant. Il était déjà assis là, ajustant sa cravate, tandis que ma mère rayonnait à ses côtés, tenant le menu comme si elle signait un contrat majeur. Amélie est arrivée quelques minutes en retard, vêtue d'une robe ivoire, les cheveux attachés bas, le visage rayonnant d'une confiance tranquille. J'étais la dernière à arriver, enveloppée dans un cardigan sombre pour me protéger du vent extérieur. Quand je me suis assise, maman s'est penchée vers moi et a chuchoté, « Tu devrais enlever ton gilet pour que les photos de famille soient plus jolies. » J'ai répondu doucement, « Ce n'est pas nécessaire, maman. » Le dîner a commencé par un chœur de rire et de voix animées. Maman a raconté à tout le monde le lancement du produit d'Amélie. Elle s'est présentée comme une vraie PDG. Tout le monde était si impressionné, a-t-elle dit. Papa a gloussé fièrement. Cette fille a le sens des affaires. Elle voit la situation dans son ensemble. Nous prévoyons de financer son premier tour d'investissement. Je suis restée silencieuse, coupant un morceau de pain dur, mâchant lentement. Mon esprit a dérivé vers toutes ces nuits où Amélie se couchait tôt et où je restais éveillé à dessiner jusqu'à l'aube, les projets que je n'avais jamais eu la chance de présenter. Lorsque le plat principal est arrivé, papa a posé son verre de vin, sa voix ferme et délibérée, comme s'il s'adressait à un conseil d'administration. Nous avons décidé d'investir 100 000 € dans Amélie pour lancer sa start-up. Elle a la vision, la stratégie et le potentiel pour construire quelque chose de significatif. La table a éclaté en applaudissements. J'ai regardé autour de moi, la fierté brillant dans les yeux de maman, Amélie inclinant légèrement la tête, son doux sourire à la fois gracieux et distant.
Quelques secondes de silence ont suivi. J'ai posé mon couteau et j'ai demandé tranquillement, et moi? La question est tombée entre nous comme un souffle à peine audible, mais assez lourde pour glacer l'atmosphère. Papa a levé les yeux, calme et détaché, comme s'il s'y attendait. Tu ne finis jamais rien, Léna, a-t-il dit lentement. Tu es un risque. Personne n'investit dans quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. J'ai entendu chaque mot clairement, chacun comme une lame glissant sur la peau, pas assez profonde pour blesser, mais assez tranchante pour faire saigner quelque chose à l'intérieur de moi. Ma mère est intervenue, sa voix douce, comme pour apaiser un enfant qui venait de se faire gronder. Léna, ne te méprends pas. Ce n'est pas que nous ne nous soucions pas de toi. Nous ne pouvons simplement pas investir dans l'échec. Mais je suis sûr que tu trouveras ton propre chemin un jour. Elle a souri faiblement, a posé sa main sur son verre de vin et l'a fait tourner lentement comme si elle venait de dire quelque chose de gentil. J'ai baissé les yeux sur mes mains, les doigts tachés de peinture, secs et rugueux après des mois de travail en laboratoire. Je voulais dire que je n'étais pas un échec, que j'étais simplement différente, mais ma gorge s'est nouée. L'air autour de nous était épais, lourd de l'odeur de la sauce tomate et de leur suffisance. Amélie n'a rien dit. Elle a juste baissé la tête, coupant sa nourriture avec des mouvements lents et prudents, comme si elle craignait qu'un mouvement brusque ne trouble le calme. J'ai croisé son regard une brève seconde. Il y avait de la pitié, faible et fugace, disparue avant de pouvoir signifier quoi que ce soit. Pas de défense, pas de désaccord. À ce moment, j'ai compris. Dans cette famille, le silence était le langage commun de ceux qui étaient les plus proches du pouvoir. Mon verre de vin a légèrement tremblé dans ma main. Je l'ai posé, renversant accidentellement une longue traînée sombre sur la nappe blanche. Maman a halté, attrapant une serviette. Oh mon Dieu, quelle maladresse! J'ai regardé le vin s'étaler lentement, s'infiltrant dans le tissu comme une plaie ouverte. Pour la première fois, je ne me suis pas précipité pour l'essuyer. J'ai juste regardé, laissant ce moment se graver dans ma mémoire. L'instant où la vérité a finalement jailli, impossible à contenir, impossible à dissimuler. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit, ma voix si calme qu'elle m'a surprise moi-même, alors, n'investissez pas. Je le construirai moi-même. Les mots sont sortis doucement, presque comme une invitation, mais ils sonnaient comme une fin. Papa s'est figé une seconde, l'incrédulité se transformant en colère dans ses yeux. Maman a tendu la main pour toucher son bras, lui faisant signe de rester calme. Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise. Le grincement des pieds contre le sol a semblé déchirer l'air. Amélie a appelé doucement, Léna. Mais je ne me suis pas retourné. Je suis sorti. L'air était froid, portant l'odeur humide de la pluie imminente. Les lumières du restaurant se reflétaient sur le trottoir mouillé, s'étirant en longues traînées dorées comme la route que j'étais sur le point de prendre. Derrière moi, je pouvais encore entendre leur rire à travers la vitre, le bruit des fourchettes et des verres qui s'entrechoquaient comme si personne ne venait de quitter la table. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais je savais une chose, je ne pouvais pas revenir en arrière. En arrivant au parking, je me suis arrêté et j'ai regardé par la fenêtre une dernière fois. À l'intérieur, mon père riait avec le serveur. Ma mère levait son verre pour porter un toast, et Amélie inclinait poliment la tête pendant qu'il parlait de l'avenir. Je suis resté là à regarder et j'ai réalisé que je n'avais pas seulement quitté un dîner, j'avais quitté une famille. Non pas par colère, mais par lucidité. La tache de vin rouge sur la nappe blanche était toujours là, et je savais qu'ils essaieraient de la nettoyer. Mais pas moi. Je la laisserai telle qu'elle, la première marque de ma décision d'arrêter de nettoyer ce qui n'a jamais été censé être à moi. 2 jours après ce dîner, j'ai quitté Orléans sans dire au revoir. J'ai seulement laissé un petit mot sur la table, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Puis j'ai supprimé la conversation de groupe familial, changé de numéro et fermé mes comptes de réseaux sociaux. Ce que j'ai ressenti en premier n'était ni la peur ni le regret. C'était le silence. Un silence étrange et profond, comme sortir d'une pièce qui a été trop bruyante pendant trop longtemps, et réaliser soudain que l'on peut encore entendre son propre cœur battre. J'ai conduit jusqu'à Annecy, une ville nichée entre vallées et montagnes enneigées. Un endroit où personne ne savait que j'étais l'autre enfant, celle qui n'avait jamais été choisie. J'ai loué un vieux chalet en bois avec un jardin et le faible bruit d'une rivière coulant quelque part au loin. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de design durable, une petite équipe spécialisée dans la construction de logements écologiques. Le salaire n'était pas excellent, mais je pouvais toucher la terre,
concevoir des espaces qui pouvaient nourrir à la fois les gens et les plantes. Personne là-bas ne m'a demandé où j'avais fait mes études ou qui avait investi en moi. Ils ont seulement demandé, êtes-vous prête à apprendre? Et je l'ai fait. J'ai appris non seulement le design, mais aussi comment planter des arbres, traiter les eaux usées et programmer des systèmes d'irrigation goutte à goutte automatisés. J'ai commencé à aimer ce travail car il m'a appris quelque chose de profond, tout peut être restauré tant qu'on lui donne du temps et de la patience. Au début, je conservais mes vieilles habitudes, le besoin d'être parfaite pour prouver que j'en valais la peine. Chaque fois que mon patron me félicitait, mon cœur se serrait comme si j'attendais que quelqu'un d'autre l'entende. Chaque fois que je faisais une erreur, je sentais immédiatement la piqûre de la culpabilité, entendant la voix de mon père résonner dans ma tête, « Tu vois, tu ne finis jamais rien. » Le poids de cette voix était épuisant. Un jour, j'ai décidé de consulter une thérapeute nommée Dr Ardouin. Son cabinet se trouvait dans une petite maison blanche avec des fenêtres donnant sur un jardin de lavande. Elle n'a pas posé beaucoup de questions sur mes parents. Elle a juste écouté, les yeux d'un gris bleu doux, calme, pas froid. Je lui ai parlé de ce dîner, de la tache de vin rouge, des années que j'avais passées à essayer d'être vue, et de la façon dont le silence faisait parfois plus mal que les cris. Quand ma voix s'est finalement brisée, elle a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, le silence n'est pas une punition, Léna. C'est votre manière de respirer. Je l'ai regardée, confuse. Mais parfois, le silence me donne l'impression de disparaître. Elle a souri doucement. Non, vous êtes toujours là. Vous apprenez simplement à exister sans plus demander la permission. Ma première séance de thérapie s'est terminée en larmes, mais du genre qui apaise plutôt que de piquer. J'ai commencé à tenir un journal, écrivant chaque soir les petits moments qui me faisaient sentir vivante, le café du matin sur le porche, le bruit des ouvriers riant sous le soleil de midi, l'odeur de la terre humide après la pluie. J'ai réalisé que le bonheur n'a pas besoin d'être reconnu par qui que ce soit. Il a seulement besoin d'une permission, et cette permission doit venir de l'intérieur. Cet hiver-là, Annecy était recouverte de neige. Noël est arrivé sans un seul message de ma famille. Pas de cadeau, à l'exception d'une petite carte de mon bureau qui disait « Merci d'apporter de la chaleur au lieu de travail ». Je ne me sentais pas triste. J'ai acheté de la farine, des œufs et du sucre, et j'ai fait des biscuits dans ma minuscule cuisine. Alors que l'odeur de vanille emplissait l'air, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire des emails aux personnes qui m'avaient aidé en chemin. Un autre professeur Laurent, qui m'avait un jour donné 200 € et m'avait appris le sens de la gentillesse. Un autre docteur Ardouin, qui m'a aidé à réaliser que le silence peut aussi être un langage. Et un à moi-même, la personne qui avait survécu à tous les autres silences. Je me souviens être assise là, tapant quelques lignes simples, merci d'avoir été là quand je n'avais plus personne à appeler. Je vais bien et j'apprends à rester avec moi-même. Quand j'ai cliqué sur envoyer, j'ai eu l'impression que quelque chose à l'intérieur de ma poitrine s'était enfin déverrouillé. Dehors, la neige tombait toujours doucement. La lumière du four se reflétait sur la vitre, transformant la petite maison en une lueur chaude et solitaire dans le quartier. J'ai réalisé alors que c'était quelque chose que mes parents ne comprendraient jamais, que je n'avais pas besoin d'eux pour me sentir entière. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un espace calme pour respirer, pour me replanter, comme une vieille graine attendant patiemment que le sol se réchauffe. À partir de ce jour, chaque fois que quelqu'un me posait des questions sur ma famille, je n'évitais plus la question. Je disais simplement, ils sont quelque part, mais j'apprends à être ici. J'ai planté quelques petits pots sur le porche, installé un capteur d'arrosage que j'ai construit moi-même, et je les ai nommés le second départ. Chaque matin, je vérifiais l'humidité du sol, inhalais l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et souriais au son de l'eau qui s'égouttait. C'était le son de la vie, non pas le bruit de la reconnaissance, mais le rythme régulier de quelque chose qui grandissait tranquillement, lentement et sûrement. Je ne savais pas si j'avais réussi, mais pour la première fois, je me sentais libre. Personne pour me surveiller, pas de regard jugeur, juste moi et un monde qui revenait à la vie. Et peut-être que dans ce silence, j'ai finalement commencé à entendre ma propre voix. 2 ans après avoir quitté Orléans, j'ai acheté un terrain abandonné à la périphérie d'Annecy. 15 acres de mauvaises herbes envahissantes jusqu'aux genoux, parsemés de clôtures brisées et de poteaux en fer rouillé. L'agent immobilier l'appelait un terrain dont personne ne veut. C'était autrefois une ferme, mais après près d'une décennie d'abandon, le sol était devenu infertile et les eaux souterraines étaient contaminées par le fer. Personne ne pouvait y faire pousser quoi que ce soit. Mais alors que je me tenais au milieu de ce champ balayé par le vent,
j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Ce n'était pas parfait, mais c'était assez vide pour recommencer, tout comme moi. J'ai signé le contrat sur le champ, payant la majeure partie avec mes petites économies et le reste avec un prêt hypothécaire. Quand j'ai tenu les clés dans ma main, j'ai su que je n'avais pas seulement acheté un terrain. J'avais acheté une chance de créer quelque chose qui était enfin entièrement à moi. J'ai nommé le projet Route 5, un mélange de route, racine, et 5, synchronisation. Je voulais construire un système agricole écologique intégré à l'IA où les capteurs et les données pourraient aider les gens à réapprendre le langage de la Terre. L'idée venait de tout ce que j'avais appris à Annecy, un pont entre la technologie et la biologie, entre la machinerie et la nature. Route 5 ne serait pas seulement une ferme. Ce serait un modèle d'auto-apprentissage où les machines analysent l'humidité, la lumière et les niveaux de pH, et où les humains apprennent à observer, à s'adapter et à faire preuve de patience. Mais au début, tout a failli s'effondrer. J'ai acheté un lot de vieux capteurs à prix réduit en ligne et je les ai installés à travers le champ. 3 jours plus tard, les données ont commencé à se contredire. Un capteur indiquait 85% d'humidité, un autre 12%. La pluie est tombée à verse, le sol s'est transformé en boue, et je me suis assise au milieu du champ avec mon ordinateur portable trempé, regardant les lignes de code clignoter en rouge d'erreur. Pour la première fois, mon idée m'a semblé être un fardeau. Chaque matin, j'ouvrais ma feuille de données, corrigeant manuellement les valeurs, essayant désespérément d'empêcher les choses de s'effondrer. En 2 mois, j'avais perdu près de 8 000 €, presque toutes mes économies. Certaines nuits, j'étais allongé dans le conteneur maritime que j'utilisais comme abri temporaire, écoutant le vent gratter le toit, entendant la voix de mon père dans ma tête, « Tu ne finis jamais rien ». Mais chaque matin, je me relevais, j'ouvrais mon ordinateur portable et je recommençais à lire chaque ligne de documentation. J'ai réalisé que si je voulais que Route 5 vive, je ne pouvais pas être seulement une conceptrice. Je devais devenir une ingénieure, une codeuse, une observatrice et une réparatrice, tout à la fois. J'ai réappris le Python, parcouru les forums en ligne pour les communautés agritech, demandé à des inconnus comment recalibrer les capteurs. Chaque fois que le système plantait, j'ai arrêté de paniquer. Au lieu de cela, je le considérais comme la Terre et les machines m'enseignant quelque chose de nouveau. Au 6e mois, j'ai écrit le premier logiciel de calibration pour Route 5. Le système a finalement commencé à se stabiliser. Les données s'alignaient, la température et l'humidité se mettaient à jour de manière cohérente. Lorsque le premier graphique propre est apparu sur mon écran, fonctionnant de manière fluide et régulière, j'ai ri aux éclats, les mains encore couvertes de boue. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on n'a pas toujours besoin que quelqu'un investisse en soi pour réussir. Parfois, il faut juste rester sous la pluie assez longtemps pour ne plus avoir peur d'être mouillé. J'ai construit une petite serre alimentée par des panneaux solaires et j'ai commencé à cultiver des légumes verts résistants au froid. Lentement, la terre a recommencé à respirer. Les fissures dans le sol se sont adoucies et de minuscules pousses ont commencé à apparaître. J'ai installé quelques caméras surveillant chaque changement, enregistrant la récupération silencieuse de la terre. Au printemps, Route 5 était devenu le premier modèle pilote fonctionnel de la région. J'ai écrit un court article sur un forum technologique local, partageant mon histoire d'auto-apprentissage et d'expérimentation, principalement pour remercier ceux qui m'avaient offert des conseils en cours de route. Je ne m'attendais jamais à ce que ça se propage. 3 jours plus tard, ma boîte de réception a été inondée de messages. Un petit magazine technologique de la région a présenté l'histoire avec le titre « L'éco-startup d'une jeune femme ranime un sol mort près d'Annecy ». Le titre était simple, mais quand j'ai vu mon nom imprimé là, je ne me suis pas senti fier. Je me suis senti soulagé. Personne ne m'appelait l'autre fille. Personne ne m'appelait un échec. Il m'appelait simplement la fondatrice. Après cela, les invitations ont commencé à affluer pour des conférences agricoles locales. Je me tenais sur de petites scènes, un micro à la main, regardant des visages d'inconnus qui voulaient vraiment m'entendre. Et j'ai réalisé que je n'avais plus peur de ma propre voix. J'ai parlé des nuits passées à me cacher de la pluie dans un conteneur maritime, de l'envie d'abandonner, de la première fois qu'un capteur a enfin fonctionné, et de la façon dont le succès n'est pas toujours bruyant. Il peut être aussi silencieux qu'une ligne de données stable sur un écran lumineux. Route 5 a lentement commencé à gagner ses premiers clients, de petites fermes curieuses d'essayer la technologie. Je les ai aidés à installer les systèmes, à peaufiner le logiciel et je leur ai appris à lire les données. Chaque fois que je voyais une parcelle de terre stérile reprendre vie, je ne pouvais m'empêcher de penser à moi, autrefois épuisée et sèche.
Mais d'une manière ou d'une autre, avec de la patience et du temps, réussissant à germer à nouveau. Cette nuit-là, alors que j'étais assise près de la fenêtre du conteneur, le vent portant l'odeur de la terre fraîche, j'ai pensé à mon père. S'il voyait un jour cet article, il appellerait probablement ça de la chance. Mais pour moi, ce n'était pas de la chance. C'était le résultat de chaque longue nuit que personne n'a vue, de chaque ligne de code que personne n'a lue, de chaque goutte de sueur en laquelle personne n'a cru. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin que quiconque valide ma valeur. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de la terre où chaque échec pouvait être enterré et où quelque chose de nouveau pouvait commencer à pousser. Une année entière s'est écoulée depuis que j'ai planté ces capteurs dans le sol pour la première fois. Ce qui était autrefois une terre stérile était devenu un système entièrement fonctionnel. 3 fermes de la région ont signé des contrats officiels avec moi pour l'installation et la maintenance. Les agriculteurs que j'appelais autrefois monsieur et madame m'appelaient maintenant la petite ingénieure. Ils ne comprenaient pas entièrement le logiciel que j'avais écrit, mais ils faisaient confiance à ce qu'ils voyaient. Leur sol était plus riche, leur culture s'épanouissait uniformément, et la saison des récoltes ne dépendait plus du hasard. Je me souviens encore du jour où j'ai vu le premier flux de données stables provenant des 3 champs. Les courbes de température, d'humidité et de nutriments du sol scintillaient, puis se synchronisaient lentement comme un morceau de musique que j'avais composé. Pour la première fois, j'ai vraiment senti que je créais quelque chose qui comptait. Route 5 a commencé à générer des revenus réguliers. Je vivais toujours simplement dans ma petite maison en bois à Annecy, conduisant chaque matin jusqu'au champ pour vérifier les systèmes, puis revenant l'après-midi pour travailler avec l'équipe de support technique. J'ai embauché quelques stagiaires, puis j'ai élargi en recrutant des lycéens locaux comme assistants à temps partiel. Ils venaient à la ferme le week-end, d'abord juste pour déblayer les débris et arracher les mauvaises herbes. Mais quand j'ai commencé à leur montrer comment fonctionnaient les capteurs et comment lire les données sur le tableau d'affichage, leur enthousiasme a grandi. J'ai créé un petit programme appelé La science sur le terrain. Chaque après-midi, nous nous rassemblions autour d'un ordinateur portable dans la serre. Je leur enseignais les bases du codage et ils m'apprenaient en retour à rire et à ne pas tout prendre si au sérieux. Un garçon nommé Logan m'a demandé un jour, « Mademoiselle, si un sol mort peut revenir à la vie, pensez-vous que je le peux aussi ?» J'ai souri et lui ai tapoté la tête. Le sol est revenu parce que quelqu'un a cru en lui. Tu y arriveras aussi. Un matin du début de l'été, alors que je vérifiais le système d'irrigation, 2 petits camions se sont garés près du portail. Une équipe d'une chaîne de télévision locale était arrivée. Ils ont dit qu'ils voulaient tourner un court reportage sur les femmes dans la technologie. Le titre qu'ils avaient choisi m'a fait rire, « Les femmes de la tech qui guérissent la Terre ». Ils m'ont filmé au travail, ont capturé les enfants en train de planter des capteurs et m'ont interrogé sur mon parcours de la vie citadine à cet endroit tranquille. Je n'ai pas mentionné mes parents. Je n'ai pas parlé de ces dîners remplis de jugements. J'ai simplement dit que je ne fuyais personne. Je cherchais juste un endroit pour commencer. Lorsque le reportage a été diffusé, les messages ont afflué dans ma boîte de réception. Des amis de Nantes m'ont envoyé des félicitations et même quelques petits investisseurs m'ont contacté avec des offres de partenariat. Mais j'ai choisi de maintenir Route 5 à une échelle modeste car je savais qu'une fois que je laisserais d'autres le diriger, ils perdraient l'âme que j'y avais insufflée depuis le tout début. Les revenus de Route 5 sont finalement devenus suffisants pour que je rembourse le prêt du terrain. Lorsque le premier rapport financier a affiché tous les chiffres en vert, je l'ai imprimé et l'ai scotché au mur de mon vieux conteneur, à l'endroit même où j'avais écrit ma première ligne de code. Après cela, j'ai décidé de m'agrandir, en achetant 10 acres attenants supplémentaires à une famille qui se préparait à quitter la région. J'ai rebaptisé toute la zone domaine écologique Le Roi. J'ai déménagé mon bureau du conteneur à un chalet en bois restauré et j'ai accroché une nouvelle enseigne avec le logo mis à jour, 3 cercles entrelacés symbolisant la technologie, l'humanité et la nature. Sous le mot Route 5, j'ai gravé une petite ligne, à peine visible à moins de s'approcher, de l'échec au fondement. Je me souviens encore de ce que j'ai ressenti en plantant cette enseigne dans le sol. Le vent était fort, mes cheveux fouettaient mon visage et la poussière s'accrochait à mes manches. Mais à l'intérieur de moi régnait un calme inhabituel. J'avais entendu les mots « tu es un échec » si souvent qu'ils étaient devenus un écho gravé dans mon esprit. Maintenant, j'utilisais ce mot même comme fondation. L'échec n'était plus une sentence. C'était un sol, et j'y plantais des graines. Quelques mois plus tard, les journalistes sont revenus, cette fois d'un plus grand journal de Lyon. Ils voulaient écrire un article de fond sur mon modèle,
l'appelant quand l'intelligence artificielle rencontre l'intuition humaine. Pendant l'interview, l'un d'eux a demandé « Qu'est-ce qui, selon vous, a fait votre succès ?» J'ai répondu simplement « Peut-être parce que j'ai échoué suffisamment de fois pour apprendre à rester immobile. » Cette phrase a fini par être imprimée dans l'article. Après sa publication, Route 5 a reçu encore plus d'offres de partenariat. Mais je ne me suis pas précipité. Je voulais que le système soit vraiment solide avant de s'agrandir. Le dernier après-midi de l'été, lorsque les enfants ont terminé leur dernière leçon avant les vacances, ils m'ont surprise avec un petit cadeau, une pancarte en bois gravée des mots « Le labo de Mademoiselle Leroy ». Ils ont dit, comme ça, tout le monde saura que c'est ici que vous aidez la Terre et les gens à grandir ensemble. J'ai regardé leurs visages boueux, leurs mains sales et leurs vêtements tachés de terre, et mes yeux m'ont piqué. Non pas de fierté, mais de la prise de conscience silencieuse que j'avais enfin construit un endroit où je n'avais pas besoin d'être meilleur que quiconque. Je n'avais besoin de l'approbation de personne. J'avais juste besoin d'être là. Ce soir-là, je me suis promené dans les champs alors que le soleil déclinait. Les rangées de capteurs clignotaient de douces lumières vertes, de minuscules lucioles électroniques. Au loin, le vent faisait onduler l'herbe, avec un son semblable à celui de la mer. J'ai pensé à mes parents, à Amélie, à ce dîner lointain. Pas de colère, pas de regret, juste la compréhension calme qu'ils étaient des étrangers qui m'avaient poussé hors d'une maison pour que je puisse en trouver une autre, ici même, parmi les arbres et la terre. Dans mon carnet de projets, j'ai écrit la dernière ligne de cette année, Route 5 n'a pas seulement guéri la terre, il a guéri la personne qu'on appelait autrefois un échec. Quand j'ai fermé le carnet et levé les yeux, l'enseigne sous le soleil couchant, Domaine écologique Leroy, brillait faiblement. Chaque lettre murmurant, c'est toi qui as construit ça. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment cru que c'était suffisant. Ce soir-là, j'étais à l'intérieur de la serre nouvellement construite, ajustant un capteur de température, quand un SUV argenté s'est garé près du portail. J'ai jeté un coup d'œil à travers la vitre et je me suis figé. Une silhouette familière est sortie, cheveux blonds attachés, chemisier blanc impeccable et soigné, Amélie. Cela faisait 3 ans que je ne l'avais pas vue. Le soleil se couchait derrière elle, la baignant d'une lumière dorée pâle, mais sa voix résonnant de l'autre côté de la clôture était vive et inchangée. « Papa, il faut que tu vois ça. C'est le domaine de Léna. » Je ne savais pas qui d'autre était au bout du fil, mais des bribes de ces mots flottaient dans le vent. C'est immense. Il y a une pancarte qui dit « siège de Route 5 ». Elle a marqué une pause, balayant le terrain du regard, son expression prise entre la curiosité et le malaise, comme si elle n'arrivait pas à croire que le champ stérile devant lequel elle était passée en voiture s'était transformé en un écosystème verdoyant et prospère. Je suis sorti et j'ai ouvert le portail. Amélie s'est figée en me voyant. Nous sommes restés à quelques mètres l'une de l'autre, un silence gêné s'étirant entre nous. Elle a parlé la première. « Léna, tu as vraiment construit ça ?» J'ai répondu simplement « Oui, chaque centimètre carré. Chaque fil. » Elle a hoché la tête, ses yeux pétillants de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, puis elle a reculé vers sa voiture en marmonnant « Tant mieux pour toi. » Vraiment. Mais juste avant de monter, j'ai de nouveau entendu sa voix, cette fois plus douce, portée par le vent, « Papa, il faut vraiment qu'on parle. » 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Le numéro qui s'affichait sur l'écran, « Papa. » Je l'ai fixé pendant un long moment. Je n'avais plus peur, je me sentais juste étrangement vide. J'ai décroché. Sa voix avait le même ton grave dont je me souvenais, mais maintenant elle tremblait légèrement. « C'est ta propriété ?» a-t-il demandé. J'ai regardé les champs, les rangées de capteurs clignotant en vert dans le crépuscule. « Oui », ai-je dit. « Achetée, construite et codée par moi-même. » Silence. Je pouvais entendre sa respiration lente, lourde, comme s'il pesait chaque mot. « Alors, peut-être qu'on peut investir », a-t-il dit, forçant sa voix à retrouver ce vieux calme confiant. « T'aider à t'agrandir, apporter plus de capital, plus de relations. On pourrait. » Je l'ai interrompu, pas brusquement, juste calmement, avec une assurance qui m'a surprise moi-même. « Vous avez déjà investi dans l'autre jumelle. Soyez cohérent. » Il y a eu une pause, une longue inspiration, puis sa voix est devenue plus basse. « Léna, ce n'est pas juste. » J'ai souri faiblement, même s'il ne pouvait pas le voir. « La justice n'a jamais été l'affaire de la famille, papa. » J'ai raccroché. Dehors, le vent courbait les tiges de lavande,
transportant l'odeur de la terre humide et de l'herbe nouvelle dans l'air. Je suis resté là, le téléphone encore à la main, ressentant un vide à l'intérieur, mais pas du genre douloureux, juste de l'immobilité, du calme. Le lendemain matin, un petit camion de livraison s'est arrêté au portail. Le facteur m'a tendu une enveloppe de couleur crème, l'écriture dans le coin instantanément reconnaissable, celle de ma mère. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai posée sur le bureau dans la salle des opérations et je suis retourné travailler. Dans l'après-midi, alors que la lumière du soleil dorait la fenêtre, je l'ai finalement ouverte. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque d'exactement 100 000 €, attaché à une petite note manuscrite. Nous sommes fiers maintenant. Amour, maman. J'ai fixé la note pendant un long moment. L'écriture était soignée et légèrement inclinée, la même écriture qui remplissait mes cahiers d'école primaire avec la phrase « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». À l'époque, je croyais qu'elle avait raison. Mais maintenant, je savais que certaines choses ne deviennent jamais parfaites, peu importe combien de temps on s'entraîne, comme l'amour conditionnel. J'ai tenu le chèque, sentant le froid du papier contre mes doigts. Peut-être que pour eux, c'était des excuses, un investissement tardif, mais pour moi, ce n'était qu'un autre rappel qu'ils ne comprenaient toujours pas. Ce n'est jamais de l'argent dont j'ai eu besoin. J'ai seulement eu besoin qu'il soit là. Je suis sorti vers la serre. C'était la fin de l'été. Les nuages étaient bas et le coucher de soleil inondait la terre de bronze. J'ai soulevé le couvercle du biobrûleur à côté de la maison. Le vent soufflait doucement à travers les lignes d'irrigation, produisant un son doux comme une respiration. J'ai déchiré le chèque en 2, puis en 4, puis en 8. Le papier épais s'est déchiré avec un son qui ressemblait à quelque chose qui se libérait. J'ai jeté chaque fragment dans le feu. Les flammes ont pris rapidement, brillant d'un orange vif sur mon visage. Puis j'ai laissé tomber la note manuscrite, la regardant se recroqueviller, noircir et disparaître en une fine traînée de cendres grises. Les cendres se sont déposées au fond, se mélangeant au compost. J'ai pris une poignée de terre, les dispersé sur les braises et j'ai remué légèrement. Alors que les traces de cendres disparaissaient dans la terre, j'ai murmuré, ni une malédiction, ni un pardon. Maintenant, nous sommes quittes. Je suis resté là, les mains couvertes de suie, regardant le champ. La dernière lumière du jour se déversait sur la terre, et les capteurs clignotaient à un rythme vert et doux, comme une constellation de lucioles artificielles. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser avec une ironie faible et silencieuse, la chose même qu'ils avaient autrefois qualifiée d'échec était maintenant ce qui créait une réelle valeur. Cette nuit-là, j'étais assise dans mon petit bureau, la lumière jaune et chaude de la lampe de bureau projetant une douce lueur sur le logo de Route 5 au mur. 3 cercles entrelacés, le mot Leroy reposant tranquillement au centre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé dans mon journal, ils m'ont envoyé le même montant qu'ils ont donné un jour à Amélie. Mais l'argent ne peut pas racheter le temps ou la présence. Je ne l'ai pas brûlé par colère. Je l'ai brûlé pour rendre ce qui ne m'appartenait plus. J'ai sauvegardé le fichier et j'ai fermé l'ordinateur. Dehors, la nuit drapait la terre comme une douce couverture. J'entendais les grillons dans l'herbe, le flux régulier de l'eau dans les tuyaux d'irrigation, le murmure du vent frôlant le toit métallique. Tout bougeait avec précision, de manière rythmée, sans nécessité de supervision. Et j'ai réalisé que j'étais peut-être pareil. J'avais réécrit le logiciel de ma propre vie, un système qui ne dépendait plus de personne d'autre pour fonctionner. Dans le vaste silence de cette terre, je me sentais aussi légère qu'une première respiration après une longue tempête. Le lendemain matin, il faisait plus froid que d'habitude dans la région. J'étais dehors avec les enfants, testant le système d'irrigation récemment mis à niveau, lorsque la caméra de sécurité a émis une alerte. Une berline usée s'était arrêtée au portail d'entrée. Un homme est sorti, sa silhouette si familière que mon cœur s'est serré avant que mon esprit ne puisse le nommer. Mon père. Il portait un manteau de laine bleu marine, sa cravate légèrement de travers, son visage plus mince, plus vieux que dans mon souvenir. Je suis resté immobile un long moment, la poitrine calme, ni en colère, ni effrayé, juste la constance tranquille qui vient après trop d'années de silence. J'ai marché vers lui, m'arrêtant à quelques mètres, le portail électronique entre nous. Il a regardé lentement autour de lui, comme s'il essayait de concilier la femme en face de lui avec la fille qu'il avait un jour qualifiée de risque. Finalement, il a parlé, sa voix tremblante, « Léna, nous avons eu tort. Tu as fait tes preuves. » Je l'ai regardé longuement. Derrière moi, les champs de lavande se fondaient dans un violet doux sous le soleil du matin. J'ai parlé lentement,
chaque mot délibéré et stable, je n'en avais pas besoin. J'avais juste besoin de paix. Il a dégluti difficilement, les yeux rouges. Nous t'aimons. Tu le sais, ça? Nous essayions juste de te pousser. C'était de l'amour vache. J'ai secoué doucement la tête. L'amour n'est pas une preuve, ai-je dit. C'est une présence. Et vous n'avez jamais été là. Le vent s'est levé, emportant l'odeur de la terre humide et des fleurs. Je l'ai vu baisser la tête, ses épaules tremblant légèrement. Peut-être qu'il pleurait, ou peut-être qu'il avait juste froid. À cet instant, je ne me sentais ni triomphante ni amère, seulement une tristesse silencieuse, celle que l'on ressent en regardant un arbre en hiver, sachant qu'il a eu toutes les chances de fleurir, mais qu'il a choisi de ne pas le faire. Pouvons-nous recommencer? A-t-il demandé doucement, sa voix à peine audible contre le vent. J'ai croisé son regard, pas froid, mais certain. Vous pouvez commencer, ai-je dit. Mais moi, je reste ici. J'ai reculé et j'ai appuyé sur le bouton du panneau de contrôle. Le portail en fer s'est refermé, le moteur vrombissant doucement et régulièrement. À travers l'ouverture qui se rétrécissait, je l'ai vu debout, les bras ballants, comme s'il essayait de s'accrocher à quelque chose qui n'existait plus. Quand le portail s'est complètement fermé, je me suis détourné sans regarder en arrière. Les enfants attendaient toujours près du champ d'irrigation. Logan tenait la tablette de données, souriant jusqu'aux oreilles. Mademoiselle, je crois que le nouveau système fonctionne parfaitement. J'ai souri, je me suis approché et j'ai hoché la tête. Bon travail, Logan. Maintenant, testons le capteur de lumière du soleil. Il s'est penché sur le tableau de commande, concentré et déterminé, ne remarquant pas la larme qui a glissé sur ma joue, non pas de chagrin, mais de la connaissance calme et certaine que tout était enfin à sa place. Un monde à l'extérieur du portail, un monde à l'intérieur, deux lignes qui ne se croisaient plus. Et j'ai su à partir de ce moment que je n'aurais plus jamais à franchir ce portail. Un an plus tard, Route 5 a été nommée parmi les lauréats du prix Forbes de l'impact local, dans la catégorie des femmes innovatrices en développement durable. Lorsque l'animateur a annoncé Elena Leroy, fondatrice de Route 5 et du domaine écologique Leroy, je suis monté sur scène dans une robe en lin gris pâle, mes mains encore légèrement tachées de terre, peu importe combien je les avais lavées. Le public s'est levé, applaudissant. Les lumières de la scène frappaient mon visage si fort que j'ai dû plisser les yeux, et pendant un instant, je me suis souvenu de cette même lueur aveuglante de l'écran de mon vieil ordinateur portable, la nuit où la première ligne de code de Route 5 a fonctionné avec succès. Le sentiment était exactement le même, sauf que cette fois, je ne tremblais pas. Après la cérémonie, je suis sorti dans le couloir où les gens discutaient et se serraient la main. À travers la foule, j'ai vu Amélie. Elle se tenait à quelques mètres, vêtue d'un manteau noir, les cheveux plus courts maintenant, les yeux fixés sur moi comme si elle cherchait un point de départ. Lorsque nos regards se sont croisés, elle a esquissé un petit sourire tremblant, plus réel que tous ceux que j'avais jamais vus d'elle auparavant. J'ai hoché la tête, sans rien dire, et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant. Ses larmes ont coulé avant que les mots ne puissent sortir. Elle s'est approchée et s'est arrêtée à la bonne distance. J'ai vu les nouvelles, a-t-elle dit doucement. Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire. J'ai souri faiblement. Tu as fait ce que tu étais censé faire. Nous avions juste des chemins différents. Elle a hoché la tête, pinçant les lèvres. Papa regarde tes interviews, a-t-elle chuchoté. Il les enregistre. Je n'ai pas répondu. Une partie de moi voulait me détourner, mais une autre partie ne ressentait qu'une compassion silencieuse. Pas pour eux, mais pour elle, la fille qui avait grandi sous le même air d'attentes impossibles. Elle a baissé les yeux, sa voix tremblante. Je suis fier de toi, Léna. J'ai posé doucement une main sur son épaule et j'ai dit, c'est bon, Amélie. Nous apprenons toutes les deux. Puis je me suis retourné et je suis parti. Pas pour m'échapper, juste pour continuer à avancer. Le lendemain, je suis retourné à Annecy. Le printemps venait de commencer. Dans les champs, la lavande avait recommencé à fleurir, entrelacée avec des rangées de marguerites jaunes que j'avais plantées cette année-là. La lumière du soleil se reflétait doucement sur l'enseigne fraîchement peinte du siège de Route 5, où sous le nom se trouvait le logo familier, 3 cercles entrelacés. Je suis resté là un long moment à le regarder. Chaque courbe, chaque lettre ressemblait à une vieille cicatrice maintenant recousue avec de la lumière. Cet après-midi-là, j'ai animé un petit atelier pour un nouveau groupe d'étudiants. Quelques nouveaux visages se sont joints,
et certains des anciens, maintenant étudiants à l'université, sont revenus pour aider. Je leur ai raconté le parcours de Route 5, mais j'ai omis les parties avec les larmes. J'ai simplement dit, si la Terre peut guérir après avoir été abandonnée, les gens le peuvent aussi. Les enfants ont écouté, hochant la tête silencieusement. Logan, maintenant plus grand que moi, a levé la main et a demandé, « Mademoiselle, si quelqu'un me traite d'échec, que dois-je faire ?» J'ai souri et je lui ai tendu une petite truelle. « Utilise leurs mots comme engrais, » ai-je dit. Chaque plante a besoin d'un peu de ça pour pousser. Alors que le soleil commençait à se coucher, je suis resté seul. L'horizon brûlait de teintes ambrées, baignant tout le champ d'une lumière chaude. J'ai tenu le tuyau d'arrosage et j'ai laissé l'eau couler sur les rangées de marguerites jaunes. Les gouttelettes captaient la lumière du soleil, scintillant comme des fils de paillettes. J'ai parlé doucement, presque pour moi-même. Mes parents ont donné à ma sœur 100 000 € pour commencer son avenir. J'ai écrit un algorithme pour me replanter. Je garde la terre, la paix et mon nom, Léna Leroy. Le vent s'est levé, doux, transportant l'odeur de la lavande mêlée à la lumière du soleil. J'ai fermé les yeux, écoutant la terre respirer sous mes pieds, entendant les petits rythmes réguliers de la vie qui revenaient tout autour de moi. Pas de colère, pas de peur, pas besoin que quiconque valide ma valeur. Quand j'ai ouvert les yeux, le ciel virait au doré. Une volée d'oiseaux a traversé le ciel, traçant un arc doux au-dessus des champs. J'ai souri. C'était peut-être un bon signe, que tout avait finalement retrouvé sa place. Et en marchant à travers les rangées de fleurs, j'ai su que ma vie avait vraiment commencé ici, à l'endroit même où ils avaient dit un jour que j'échouerais. Si on vous traite d'échec, transformez-le en engrais pour vos rêves. Les derniers rayons du soleil glissèrent sur les marguerites jaunes et se reflétèrent sur mon visage. Non pas la fille que j'étais autrefois, mais une femme qui avait enfin appris à s'épanouir à sa propre saison, à sa manière.